Bonjour, bienvenue dans ma citadelle, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo update lecture. J'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter aujourd'hui, donc il va falloir que je commence tout de suite, sinon on va pas s'en sortir. Tout d'abord, je vais vous parler de Souvenirs introuvables, le tome 3 de Laura Wilhelm, qui est une saga très courte que j'ai beaucoup appréciée. Je vous avais déjà parlé du Souvenirs introuvables tome 1 et du tome 2 dans une précédente vidéo, même dans deux précédentes vidéos. Et du coup, j'ai vraiment hâte de vous parler de ce tome 3 qui est juste génialissime et qui nous fait remettre vraiment toute l'histoire en perspective. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres vidéos et qui ne connaîtraient pas la saga, je vous fais un petit speech pour vous guider un petit peu, pour que vous puissiez comprendre cette update sans vous spoiler. Donc, Souvenirs introuvables tome 1, c'est l'histoire de Jade. Jade, c'est une jeune fille qui a eu un accident de parapente, mais cet accident n'est pas un accident et ça on le sait assez vite, et Jade elle a perdu ses souvenirs et du coup va falloir qu'elle reprenne sa vie en main tout en essayant de recoller les morceaux et savoir tout ce qui lui est arrivé. Donc le tome 2 va se concentrer elle sur l'histoire, plutôt lui, sur l'histoire de son demi-frère Antoine, et le tome 3 se concentrera sur Vanessa, sa meilleure amie. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas trop vous dévoiler l'histoire. Donc Vanessa est la meilleure amie de Jade et en fait c'est également un préquel un petit peu du tome 1 mais un peu la suite du tome 2. Enfin c'est compliqué, mais si vous lisez les livres vous comprendrez là où je veux en venir. Donc en fait Vanessa elle se réveille après une soirée chez ses parents et malheureusement elle n'a pas trop de souvenirs de la soirée et de ce qui s'est passé, mais elle va s'apercevoir qu'elle a plein de bleus de partout comme ça. Elle comprend pas, il lui est arrivé quelque chose et elle sait que c'est pas quelque chose de bien, au contraire, et ça va traiter d'un viol. Et malheureusement les événements du tome 2 sont en partie les précurseurs de ce qui lui arrive dans ce tome 3 et c'est très profond et ça nous fait changer vraiment tout notre avis sur le personnage de Vanessa. C'est un personnage qu'on voit vraiment différemment et qui m'a beaucoup émue. D'ailleurs cette histoire, ce troisième tome m'a vraiment retourné l'estomac. C'est quelque chose de vraiment difficile à lire puisque quand ça traite de viol, forcément on ne peut pas prendre bien les choses, c'est pas possible. C'est très intense, c'est triste, on est tout le monde et on comprend vraiment tous les sentiments que peut ressentir Vanessa, ce personnage qu'on avait du mal à comprendre dans les autres tomes. Comme vous l'aurez compris, c'est encore un tome que j'ai apprécié. D'ailleurs, je l'ai peut-être encore plus apprécié que le tome 1 et le tome 2 puisqu'il traite de sujets encore beaucoup plus graves, même si tous les thèmes abordés dans ce livre sont tous assez sombres. Mais celui-là, il est vraiment poignant et il vous retourne vraiment l'estomac. Et c'est un tome vraiment intéressant à lire. Comme quoi, tout n'est pas tout rose ou tout n'est pas tout noir. Ça remet vraiment tellement d'aspects en perspective. Ouais, bref, vous avez compris. Et ça remet aussi tout ce qu'on pensait de certains personnages. Je sais pas comment vous dire, on les voit plus de la même façon. C'est plus clair comme ça. Maintenant, je vais vous parler de Briseis de Tiffaine Soviel, le tome 1, La citadelle intemporelle, qui m'a été gentiment envoyé par l'auteur. C'est une saga fantastique, fantasy, qui est exceptionnelle, qui est très complexe et qui va, comment dire, un peu vous chambouler sur plusieurs plans. Alors l'histoire commence tout d'abord avec Lucien, le père de Briseis. Le père de Briseis qui était un physicien, un scientifique, un petit peu hors norme, qui sort des clous. Et puis du jour au lendemain, en fait, il va demeurer apathique, il va paraître un petit peu fou. Et du coup, on va se poser des questions sur cet homme. La mère de Briseis et puis sa fratrie seront vraiment petits soins pour Lucien. Et puis un jour, Briseis, qui était à l'école, elle va se rendre compte qu'elle a une tache dans le cou. Elle va rentrer, elle va pas s'inquiéter plus que cela. Et puis la tache grossit, elle va avoir un petit peu de fièvre. Sa mère va s'inquiéter, elle va l'emmener à l'hôpital. Elle va lui faire une batterie de tests et puis les médecins vont dire que c'est pas très grave. Mais la tache va continuer de grossir, du coup elle va la ramener à l'hôpital. Et là, en fait, elle va avoir tout un tas d'examens qui vont être recommandés, sauf que tout d'un coup, Lucien va retrouver la mémoire.
il va paraître tout à fait normal et dans le dos de tout le monde en fait, il va enlever sa fille pour l'emmener dans une partie de l'hôpital qui est inoccupée, des locaux qui n'ont pas été utilisés depuis plusieurs années, qui ont été mis un petit peu en retrait, et il va en profiter pour en faire plein de tests, sauf qu'à travers ces tests, Briseis va disparaître un petit peu du monde normal et atterrir dans la citadelle. Un lieu au départ où elle va être complètement dépaysée, elle va pas comprendre ce qui lui arrive et puis d'un coup elle va apprendre qu'elle a été choisie parmi des hauts placés pour faire partie de l'élite et étudier dans le cursus politique. Donc tous les mois, 8 élèves sont sélectionnés pour étudier dans un cursus de la citadelle. Et Briseis est la seule fille qui a été sélectionnée, et c'est très rare qu'une fille soit sélectionnée dans le cursus politique. D'ailleurs, je trouve que cela fait un peu une critique du monde politique actuel, où les hommes sont quand même plus nombreux que les femmes dans ce domaine. Au début, la citadelle va l'intriguer, mais elle intrigue un petit peu tout le monde. C'est un lieu que personne ne connaît, c'est un lieu on ne sait pas où il se trouve, c'est un lieu qui est en quelque sorte vivant, et qui d'ailleurs m'a beaucoup fait penser à Poudlard. Vous savez, Poudlard dans Harry Potter, les escaliers sont vivants, ils bougent d'eux-mêmes. Par exemple, il y a la salle sur demande qui s'adapte aux besoins de ses utilisateurs, et la citadelle m'a fait un petit peu penser à ça. On a l'impression qu'elle réfléchit par elle-même, qu'elle agit par elle-même, et ça c'est très curieux, et ça impose un petit questionnement. Donc généralement les élèves sont tellement fiers de faire partie de la sélection de l'élite de la citadelle qu'ils ne se posent pas de questions, mais ce n'est pas le cas d'un personnage en particulier, et également de Briseis, qui eux sont très curieux et vont mettre beaucoup de choses en œuvre pour essayer de percer les secrets de la citadelle. Puis un jour, Briseis va faire la connaissance d'un petit groupe de résistants qui est assez éclectique, il y a un peu de tout. Je vous en dis pas trop puisqu'il est intéressant de les découvrir, et surtout même moi je n'ai pas tout compris concernant ce petit groupe et je pense que c'est normal. Je vous expliquerai pourquoi après. Du coup elle va faire connaissance de ce petit groupe de résistants comme je vous ai dit, et ensemble ils vont essayer de percer le secret de la citadelle. Dans ce livre j'ai retrouvé plusieurs thèmes abordés qui sont assez intéressants. Il y a l'aspect culturel qui sont abordés au travers de la citadelle, mais il y a aussi des aspects d'apprentissage, des questions qu'on peut se poser sur les différentes méthodes qui conviennent ou pas, et aussi sur le pouvoir, puisqu'en fait il y a une grosse critique du pouvoir qui est démontrée à travers des techniques de manipulation qui sont mises en place, et c'est assez intéressant, c'est très intriguant et on se pose énormément de questions là-dessus. Si j'ai adoré la première partie du livre qui met en place la découverte de la citadelle, la découverte des lieux, la découverte un peu de certains de ses occupants, des camarades de la promo de Briseis, la seconde partie m'a plongé un petit peu dans un flou presque total. Pas totalement mais presque. En fait on va faire la connaissance à ce moment-là du petit groupe de résistants que Briseis va intégrer, et on va avoir de multiples rebondissements. Et en même temps, il y a une grosse part d'incompréhension, il y a beaucoup de choses qui vont intervenir, comme par exemple la mythologie grecque va faire une grosse apparition. D'ailleurs, pour les fans de mythologie, je pense que ça peut vous plaire. Nous allons avoir plein de références à Athènes, l'Olympe, Athéna, Aphrodite, les Spartes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. On est dans un pays où il y a, comment vous dire, diverses temporalités tout en étant pas dans le même monde. En fait je sais pas trop comment vous expliquer, c'est très flou même pour moi, et j'en ai parlé un petit peu avec l'auteur, je lui ai demandé et si c'était vraiment voulu, si c'était fait pour qu'on soit nous-mêmes dans la compréhension autant que Briseis l'était, et apparemment c'est bien voulu, l'auteur l'a fait exprès. Elle m'a dit que tout ce flou qui m'a vraiment perturbée dans cette deuxième partie serait expliqué dans le tome 2 et 3 qui sont un peu plus loin là-bas, ils sont posés sur la table que vous voyez pas. Du coup j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, voir si ça m'a éclairé, parce que ça là m'a vraiment perturbée. Quand j'ai terminé ma lecture, j'ai pas su si j'aimais cette histoire ou pas, j'étais vraiment perplexe, il m'a fallu un petit temps de réflexion, donc je pense que dans l'ensemble j'ai aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé et je pense que je comprendrai mieux et j'apprécierai mieux cette œuvre quand j'aurai lu les autres tomes. J'ai lu Sweet Revenge d'Estelle Maskam, c'est dur à prononcer, des éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est une auteure que j'avais adorée quand elle avait écrit Dimili.
C'était une saga, moi j'ai l'intégrale à la maison et j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture, elle m'avait complètement captivée, du coup j'ai eu envie de découvrir Sweet Revenge de sa plume et j'ai pas été déçue, même si cela n'a pas été un petit coup de cœur. Ou même un gros coup de cœur, en fait ça n'a pas été un coup de cœur du tout. C'est l'histoire de Vanessa. Donc Vanessa, c'est une jeune fille qui a perdu sa maman et son père souffre énormément et du coup la délaisse un peu avec sa sœur. Et en fonction de ça, elle va un petit peu profiter de la souplesse que lui laisse son père et en même temps essayer de se faire remarquer à travers tous ses actes. Du coup, elle va faire souvent le mur et aller à de multiples soirées. Vanessa, elle ne croit pas en l'amour. Vanessa, elle veut être libre et elle n'a que des relations libres. Et elle a une relation libre actuellement avec Harrison. Harrison, c'est un des mecs les plus populaires de l'équipe, je crois que c'est de basket. J'ai un doute sur le sport, mais il me semble que c'est de basket. Et du coup, ou de foot, je sais plus. Je sais plus si c'est précisé dans le... Non, ouais, bref, je sais plus de quelle équipe de sport, bref, c'est un des mecs populaires sportifs, voilà. C'est plus clair, ou pas. Et Harrison, c'est son plan cul. Et à une soirée, elles vont un petit peu se laisser aller, Vanessa va un petit peu trop boire et tout ça. Et dans une chambre de la maison où se passe la soirée, ils vont avoir un rapport, sauf que Harrison va les filmer. Vanessa, au début, elle va trouver ça drôle, elle va pas se poser de questions. En fait, je suis même pas sûre qu'elle comprend exactement tout ce qui se passe. Et en fait, Harrison va publier la vidéo de leurs ébats sur les réseaux, ça va faire le tour du lycée et tout ça. Forcément, suite à ça, Vanessa va être la risée de beaucoup de monde, elle va subir de multiples harcèlements et elle va vouloir se venger de Harrison. Donc pour se venger, elle va trouver un complice en Kai, qui lui est un nouvel élève venant d'un nouveau lycée. Il s'était déjà aperçu de loin, tout ça. Et Kai, il veut se venger de Vanessa, non pas de Vanessa, il veut se venger de Harrison. Je suis fatiguée, je raconte n'importe quoi. Donc, Kai veut se venger de Harrison et du coup, avec Vanessa, ils vont s'allier. Pourquoi ils vont s'allier? Puisque au moins, ils pourront mettre des plans un peu plus efficaces pour se venger de Harrison. Sauf, comme vous vous en doutez, Kai ne laisse pas Vanessa indifférente et inversement. Et même si ces deux personnages ne veulent pas de relation, surtout Vanessa, des sentiments vont apparaître et vont venir un peu compliquer le tout. Si Vanessa m'a paru un petit peu superficielle au départ, j'ai vite changé d'avis à son sujet en apprenant à la connaître, comme quoi les apparences sont souvent trompeuses. Et par contre, Kai, lui, c'est un garçon qui m'a juste fait craquer dès le début. Puisqu'en fait, c'est un personnage masculin qui se montre vrai dès le départ. C'est pas souvent le cas dans les romances. Et là, j'ai apprécié. Il est vrai, il est drôle, il a de l'humour, il a de l'esprit. En fait, il a tout pour lui, même si c'est pas un enfant de cœur non plus. Sinon, il ferait pas des actes avec Vanessa pour se venger. Ils auraient des réactions beaucoup plus matures. Mais j'ai beaucoup apprécié ce personnage qui ne joue aucun jeu. Il est justement franc jeu dès le départ, il est droit et ça c'est vraiment appréciable. Si ce livre est sympathique à lire et se lit très facilement, j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout les thèmes qu'il met en valeur. Il met en valeur le harcèlement qui est quelque chose quand même d'actualité, que beaucoup de jeunes souffrent actuellement. Bon, moi j'en ai pas trop fait les frais, mais il y a tellement de jeunes qui vivent mal les moqueries, les rumeurs et tout ça, que je pense que c'est un sujet qui est important à travailler niveau sensibilisation, mais aussi la responsabilité des réseaux sociaux et le mal que ça peut faire. Souvent on se rend pas compte, mais quelques mots peuvent blesser tellement facilement. Et les réseaux sociaux sont une super invention quand on les utilise correctement, mais quand on les utilise mal, ça peut faire tellement de mal à une personne. Ça répète, je répète, mal. Bon, je pourrais trouver d'autres termes quand même. Bon, ça peut blesser beaucoup de monde et du coup c'est bien d'en prendre conscience et je trouve qu'à travers cette douce histoire ça met vraiment ces thèmes là en valeur. Et il y a aussi le thème de la famille, le thème du deuil. En fait c'est beaucoup de thèmes de la vie courante qui sont abordés, des thèmes que on est facilement tous touchés, que ce soit nous-mêmes ou nos proches. Et du coup, ça, j'ai beaucoup aimé. Je peux que vous conseiller cette lecture qui met beaucoup de choses en valeur, beaucoup de choses en relief. Surtout que la plume d'Estelle Mascam se lit avec une facilité déconcertante. Ça se lit
très rapidement. Le livre, il n'est pas très gros, hein. Vous voyez, c'est pas énorme. Il y a 325 pages si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, il y a 325 pages, donc ça se lit rapidement. C'est pas écrit petit du tout, hein. Je vous montre, hein, c'est écrit assez gros. Donc c'est un livre que vous pouvez lire vraiment facilement, même si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Maintenant, je vais vous parler d'une lecture que j'ai fait en numérique, mais qui existe également en brochet, Notice for You de L.J. Chen. C'est un livre qui m'a tenu éveillée toute la nuit, qui m'a fait vibrer et qui est littéralement et pleinement un coup de cœur. C'est l'histoire de Rory et de Mal. Rory et Mal se sont rencontrés en Irlande lorsque Rory était à la recherche de ses origines. Son père est décédé et elle était allée se recueillir au cimetière sur sa tombe lorsqu'on lui a conseillé d'aller voir Mal, qui est un musicien qui connaissait bien son père et qui avait beaucoup de relations avec lui et sa famille. Entre Rory et Mal, la chimie est immédiate. Du coup, Rory et Mal vont passer beaucoup de temps ensemble, enfin beaucoup de temps, c'est très relatif puisqu'en fait c'est beaucoup de temps dans le peu de temps que Rory était présente en Irlande. Et Rory et Mal, eh ben, ils vont passer la nuit ensemble, ils vont tellement bien s'entendre que Mal va supplier Rory de rester en Irlande. Sauf que Rory, elle avait son cursus universitaire à faire à la rentrée. Et du coup, elle ne pouvait pas se permettre de rester en Irlande et du coup, ils vont faire un pacte. C'est-à-dire que si dans plusieurs années, ils se recroisent, ils abandonnent tout ce qu'ils ont pour se marier. Sauf que bien évidemment, on ne se croise pas comme ça et ils n'ont pas gardé de contact. Ils avaient un pacte qui les interdisait de se contacter, de se rechercher. S'ils se croisaient, c'était vraiment par hasard. Et un jour, Rory va retrouver Mal à New York, tout à fait par hasard. Et à ce moment-là, ce n'est plus le Mal qu'elle connaissait. Mal n'était plus Mal. Il n'avait plus du tout le même comportement, plus du tout la même joie de vivre et elle va pas comprendre ce qui se passe. Mais malgré tout, elle va devoir travailler pour lui parce que lui va travailler sur un album de musique pour un musicien. Et elle va être la photographe attitrée, donc ils seront obligés de travailler ensemble. Et du coup, on va voir ce que ça implique, sachant que Rory est dans une relation sérieuse. Elle est en couple avec Callum, avec qui elle est sur le point de se fiancer. Cette lecture m'a mis les frissons dès les premières lignes. Il faut savoir que L.J. Chen, c'est une auteure que j'affectionne énormément. J'avais adoré par exemple Le voleur de baisers qu'elle avait sorti dans la collection Hugo New Romance. Et là en fait c'est une collection EH, ça n'avait pas du tout la même maison d'édition. Mais ce livre m'a fait frissonner. J'ai vraiment été emportée dans l'histoire, dans la fluidité d'écriture, dans les sentiments des personnages. On ne peut qu'être immergé. Et j'ai adoré la petite particularité narrative que nous a fait L.J. Chen, où elle laisse échapper toute sa folie. Et j'ai adoré ça. Elle a rajouté des petites notes à la fin de certains chapitres où elle fait parler certains objets ou même personnages, des choses complètement, on va dire, je cherche le mot adéquat, farfelues. Ça peut rajouter des petites touches d'humour ou des petites touches de drame. Tout dépend ce qu'elle fait parler, tout dépend comment elle fait intervenir les choses. Et franchement, c'était vraiment sympathique. Il faut savoir que dans cette histoire, nous avons une narration à double voix. C'est-à-dire que, en fait, nous avons le passé et le présent qui sont mis en miroir à certains moments du livre afin de comprendre ce qui s'est passé avant et pour mieux comprendre le présent. Donc j'ai beaucoup aimé ce style narratif. J'adore ça en fait dans les livres quand on a le passé et le présent parce que ça permet de mieux comprendre nos personnages, de mieux comprendre leur vécu et mieux comprendre les réactions présentes. Pour ne pas vous dévoiler l'histoire, je ne peux pas développer les caractères de nos personnages parce que Mal et Rory, tout ce que je peux vous dire, ce sont des personnages qui ont tous deux une forte personnalité. Leur personnalité est très développée à chacun, ils ont chacun leur part de folie, leur part d'ombre, tout ça, mais il faut savoir que ce sont deux êtres têtus et du coup, forcément, ça n'en rend que l'histoire plus intéressante. Si cette histoire peut paraître légère au début, il faut savoir qu'elle aborde des sujets graves comme l'alcoolisme par exemple. Elle aborde aussi le suicide, l'addiction. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, divers et variés, qui concernent beaucoup de personnages différents. Je ne veux pas trop vous en dire, je ne veux pas développer parce que ça va un peu tout gâcher le plaisir de la lecture, mais c'est une histoire vraiment prenante, saisissante et franchement, il serait dommage de passer à côté.
J'ai lu le tome 3 de Our Little Secret de Emma Toyama de chez Pika Éditions. C'est un tome que j'ai encore une fois avoré et dévoré. Avoré, c'est pas bien français ça. Adoré et dévoré, c'est un peu mieux. Je parle n'importe comment quand je suis fatiguée, j'ai tout qui se mélange dans ma tête, j'ai les mots qui se mâchent, ça veut plus rien dire. Et cette vidéo, je ne sais pas comment vous expliquer, ça fait au moins 3-4 fois que je la tourne puisque je dis n'importe quoi. Donc comme je vous disais, j'ai adoré ce 3e tome et ce que j'ai aimé, c'est qu'il ressemble un peu moins aux 2 premiers. D'autres personnages sont mis en scène. Aoba se dévoile un peu plus. Aoba, c'est notre personnage principal, le basketteur pour qui Mayo a un petit faible dès les premiers tomes. Et Mayo, on la voit continuer à développer ses qualités d'écoute. Je vous ai déjà parlé de la trame de l'histoire dans d'autres updates et book haul, donc je ne vais pas trop développer les tomes précédents parce que sinon à chaque fois que je vous présente un tome ça devient compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les personnages me touchent vraiment beaucoup et que j'ai vraiment aimé l'évolution qu'il y a dans ce tome. Pour continuer sur la lancée, j'ai lu le tome 4, toujours de Our Little Secret d'Emma Toyama chez Pika Éditions. Et j'ai vraiment beaucoup aimé puisque ce tome va mettre en valeur des aspects qui n'étaient pas forcément mis en relief dans les autres tomes. C'est-à-dire que nous allons avoir des aspects comme la cohésion d'équipe qui va être mis en valeur. Et surtout, on va avoir une plus grande compréhension de nos personnages principaux, ce qui n'est pas rien. On va voir que la capacité d'écoute de Mayo est de plus importante et surtout va aider plusieurs membres de l'équipe et pas forcément que Aoba. Et j'ai vraiment aimé cela, j'ai aimé la tournure que prend les choses avec les relations qui évoluent au sein de l'équipe de basket et pas simplement entre Aoba et Mayo. J'ai vraiment beaucoup aimé beaucoup de choses, c'est pareil, je n'en dis pas trop puisque c'est un manga, c'est une suite, j'ai commencé à avancer dans les tomes et si j'en dis plus je vais vous spoiler, mais j'aime beaucoup la douceur de ce manga, j'aime beaucoup le graphisme qui est plein de douceur justement. Et j'aime toute la pédagogie qu'Emma Toyama fait passer à travers ses dessins, à travers les dialogues qui sont subtils tout en étant dans la banalité du shoujo. C'est tout pour ce petit update. Moi qui voulais faire des updates de 10 minutes, celui-là en fera beaucoup plus. Mais tant pis, sinon il me faudrait que je sorte une vidéo tous les jours. J'ai un rythme de lecture qui est très conséquent, malgré le travail, malgré le sport, malgré le blog, les réseaux et tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis vous abonner à la chaîne pour m'aider à faire connaître ma chaîne, à vous parler des lectures et puis surtout échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres dont on a parlé aujourd'hui dans cette vidéo. Dans tous les cas, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.